Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous présenter un webinaire sur les batteries au lithium. Ça va durer à peu près trois quarts d'heure, une heure. Voilà tous les. Alors déjà, je vais me présenter. Moi, je suis formateur pour le groupe de NIOS. Voilà toutes les formations en physique que je fais chez nos clients. Alors rapidement, hein, en bleu, vous voyez en fait, ce sont des expériences sur les risques industriels. Donc, c'est des sujets très vastes où je fais des expériences, par exemple, des explosions en réel, vraiment pour illustrer par exemple le thème ATEX. J'ai une autre formation en vert sur tout ce qui est gestion des fuites et tout ce qui est déversement accidentel pour bien utiliser les absorbants, pour éviter justement avec le principe du pollueur-payeur, pour préserver la planète et puis préserver aussi vos installations. En jaune, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qui est batterie au lithium. J'ai une formation qui est dédiée au gaz industriel, si ça vous concerne, et puis également une sur tout ce qui est incompatibilité des produits chimiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez que je vienne faire ces formations chez vous. On fait aussi des webinars, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, et donc le prochain webinar aura lieu le 2 octobre à 10h30 de cette même façon. Et en fait, on vous parlera des conteneurs et des étuves qu'on fabrique chez nous pour votre sécurité. Alors, bien évidemment, enfin, toutes ces expériences que je fais, faut surtout pas les reproduire chez vous pour épater la galerie parce que il y a des explosions, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment un protocole de sécurité à respecter. Alors voilà tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous présenter donc rapidement la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Denios. On parlera d'une chose importante, c'est le prix Nobel de chimie qui a été attribué aux trois inventeurs des batteries au lithium, justement. Et c'est vrai que sans eux aujourd'hui, en tous les cas sans ces batteries, on serait bien embêté, puisque imaginez le nombre d'accessoires électriques que vous utilisez par jour ou même par semaine, que vous chargez par jour ou par semaine. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que il n'y a pas un seul jour dans le monde où il n'y a pas une batterie au lithium qui prend feu. Et aujourd'hui, malheureusement, personne ne sait éteindre une batterie au lithium qui prend feu. Donc, c'est bien le problème, c'est le gros sujet du moment. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne justement une batterie au lithium. Vous allez voir que, comme je vous disais, de nombreux avantages pour ces batteries. Bientôt, vous savez qu'on rentre dans une ère électrique et si on croit tout ce qu'on nous dit, d'ici quelques années, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on aura tous une voiture électrique. Et j'espère qu'on va trouver le moyen de faire en sorte de fabriquer des batteries les plus sécurisées possibles, mais en tout cas, trouver peut-être le moyen aussi d'éteindre ces feux de batterie. Justement, il y a vraiment un risque d'incendie et d'explosion lorsqu'on charge ou on utilise une batterie. Je vous montrerai en fait on a provoqué l'emballement thermique d'une batterie. Vous allez voir malheureusement les nombreux accidents qui se passent dans le monde entier tous les jours. Donc il y a vraiment un danger pour la santé humaine également, parce que tout ce qui est dégagé lorsqu'il y a l'emballement thermique, vous allez voir qu'il y a énormément de substances qui sont dégagées. Et si vous êtes dans une pièce close et qu'une batterie prend feu, vous pouvez inhaler des substances qui sont vraiment nocives pour l'homme. Donc nous, on a essayé en fait de trouver des solutions pour empêcher ou en tous les cas retarder l'emballement thermique des batteries. Donc on vous parlera des armoires Ionline, qui sont plutôt des armoires de sécurité qui sont coupe-feu, bien évidemment, 90 minutes. Il en existe de plusieurs sortes, on vous parlera de tout ça. Et puis on a également des locaux de stockage. Alors deux sortes de locaux de stockage, ce qu'on appelle des WFP et des RFP. Alors la seule différence, c'est qu'un loco WFP, vous pouvez rentrer à l'intérieur pour stocker des batteries. Et un RFP, c'est un conteneur à étagère en fait, où c'est une grande armoire où vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur, mais vous pouvez stocker vos batteries. Donc voilà un petit peu. Et puis ce qu'on fera, c'est que à la fin de ce webinaire, on essaiera de répondre à vos questions si vous en avez avec ma collègue Marine. N'hésitez pas à essayer de grouper les questions et de les poser à la fin. Comme ça, on essaiera d'y répondre en direct. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Alors, justement, je vais vous expliquer comment fonctionne une batterie, l'emballement thermique et puis les solutions de stockage, comme je viens de vous expliquer. Alors, Denios, on a un groupe allemand qui existe depuis une trentaine, 35 ans maintenant. On est présent principalement sur le continent européen.
On a la chance d'avoir 6 usines de production dans le monde, dont une en France qui se trouve en Normandie. Et qu'est-ce qu'on fabrique chez nous? Vous voyez, ce sont ce genre de conteneurs que vous voyez en bleu ici. Alors ça, c'est un exemple, mais ça peut être beaucoup plus petit, beaucoup plus gros. Et c'est fait pour stocker n'importe quel type de produit chimique dangereux, inflammable, explosif, enfin tout ce que vous voulez. On a également un catalogue dans lequel vous allez trouver plein de choses, notamment des bacs de rétention, c'est vraiment notre cœur d'activité. On a également des absorbants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez ici une armoire de sécurité, justement, qui est coupe-feu 90 minutes et qui est fait pour stocker les batteries au lithium ou charger les batteries au lithium. On vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, ce prix Nobel de chimie, il a été attribué donc en 2019 à trois inventeurs. Donc, vous voyez que ça a commencé dans les années 70. C'est un Anglais, en fait, qui a conçu la première batterie au lithium. Il a été aidé par un groupe pétrolier Exxon, justement, pour financer, en fait, ses recherches. Et puis, un petit peu plus tard, il a été aidé par un Américain qui a un petit peu fait des améliorations sur ses batteries, qui l'a rendu un petit peu plus fiable, plus efficace. Et puis, dans les années 80, un Japonais qui est venu également mettre son grain de sel et qui a permis de rendre encore une fois cette batterie efficace. Et donc, on a pu enfin, les premières batteries ont été commercialisées dans les années 90, en 1991 exactement. Donc voilà, c'est assez important de leur rendre hommage puisqu'ils ont quand même eu le prix Nobel de chimie il y a 6 ans de ça. Alors, il y a de plus en plus de batteries. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, comme je vous disais, énormément d'objets aujourd'hui fonctionnent avec des batteries au lithium et il est très, très difficile de faire un classement. Alors, vous voyez sur ce schéma, en fait, vous avez tous les types de batteries qui existent. La plupart des batteries, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de métaux à l'intérieur. Et ces métaux, les feux de métaux, ce sont les feux les plus difficiles à éteindre. Et en fait, dans une batterie, vous voyez, il y a énormément de métal, mais en toute petite quantité. Donc c'est ça qui est difficile. Alors, les batteries sont utilisées pour le secteur automobile. Donc, vous voyez, il y a en violet, vous avez ce qu'on appelle les NMC. Alors, c'est ce qu'on appelle nickel, manganèse, cobalt. Donc, ce sont tous des métaux. Donc, ils ont une grande quantité d'énergie et puis un poids et un volume réduit. Et puis, pour le secteur automobile, ce qui est développé également, c'est le NCA. Donc, nickel, cobalt, aluminium, encore une fois, tous des métaux avec une densité énergétique très élevée. Donc effectivement dans le secteur automobile il faut une batterie qui soit performante. Donc ce sont des technologies qui sont mises en place justement pour fabriquer des batteries pour le secteur automobile. Ensuite, beaucoup de matériel, pardon, sont utilisés dans le secteur industriel. Et là, il y a la batterie LFP, ce qu'on appelle lithium fer phosphate. Ce sont les plus sûrs du marché à l'heure actuelle. Et puis les LTO, lithium titanate, très prometteuses en termes de cycle de vie. Donc là, c'est pas encore très au point, mais ça commence à arriver. Donc vous voyez qu'ils essayent de fabriquer des batteries les plus sécurisées possibles. Et puis, vous avez des batteries qui sont utilisées pour les petites applications mobiles, comme par exemple, alors les plus anciennes, c'est les lithium cobalt oxyde, ce sont les plus anciennes, mais il y en a encore sur le marché. Et puis LMO, qui ont beaucoup d'énergie, qui peuvent produire beaucoup d'énergie en peu de temps. Donc, vous voyez, en gros, ce sont tous des termes que les scientifiques en fait ont trouvé parce que c'est eux qui fabriquent, enfin qui cherchent et qui fabriquent ces batteries-là. Le problème, c'est que il faut une législation derrière, puisqu'il y en a de plus en plus. Et la législation, elle est pas vraiment. Vous allez voir, elle est un petit peu différente. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Alors regardez, la seule réglementation qui nous est arrivée, c'est
une directive européenne qui date de 2023, donc novembre 2023 exactement, qui vient abroger une directive de 2006. Et regardez ce que dit cette réglementation, mais en fait, par rapport au schéma d'avant, vous voyez que bah, c'est pas vraiment la même chose. En fait, les sigles sont différents. Donc, il y a des batteries portables, il y a des batteries d'utilisation courante, les MTL pour les moyens de transport légers. Donc, vous voyez que bah, les termes ne sont pas les mêmes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez en fait toutes les batteries qui sont normalement prises en compte. Alors, ce qui est important, c'est que en termes de législation, vous voyez que les choses se font petit à petit. Donc en 2024, l'année dernière, il y a vraiment eu des exigences accrues qui ont été demandées à tous ceux qui fabriquent des batteries avec un marquage, un étiquetage, etc., etc. Bien sûr, ça, c'est par rapport à l'Union européenne, bien évidemment, avec un marquage CE. Cette année, en août 2025, il y a vraiment un devoir de diligence sur les risques sociaux et environnementaux pour les opérateurs économiques dont le chiffre d'affaires minimum annuel est de 40 millions d'euros. Donc, vous voyez un petit peu. Et puis, en février 2027, normalement, il devrait y avoir un passeport numérique qui sera exigé pour toutes les batteries fabriquées. C'est-à-dire, en gros, bah, comme quand vous achetez n'importe quoi enfin, dans un commerce, par exemple, bah, j'en sais rien, moi, un rôti, eh bien, vous saurez où il a été fabriqué, quand il a été fabriqué. Et donc voilà un petit peu, les choses se mettent en place au niveau législatif. Mais aujourd'hui, il n'y a bah, seule cette législation-là est en cours. Donc, il n'y a pas vraiment une législation pure et dure concernant les batteries au lithium. Alors, comment fonctionnent ces batteries? Vous voyez, ici, vous avez l'intérieur d'une batterie au lithium. Alors, une batterie au lithium, elle est composée de plusieurs cellules. Euh, et puis, vous avez une anode et une cathode. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle des électrodes, une qui est négative et une qui est positive. Donc, l'anode, c'est ce qu'on appelle l'électrode négative et qui est généralement en graphite. Donc, ça, c'est un métal également. Et puis, la cathode, donc, c'est l'électrolyte positive. Et là, c'est un mélange de métaux également. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'électrolyte. L'électrolyte, c'est un liquide en fait qui se trouve entre l'anode et la cathode et qui va permettre en fait de faire circuler les électrons entre eux. Le problème, c'est que vous savez, quand on mélange le plus et le moins, ben, il faut un séparateur parce que sinon, si les fils se touchent, et ben ça fait une étincelle et puis ça brûle tout simplement. Donc, il y a un séparateur qui empêche justement le court-circuit dans ces batteries. Alors, ce qui se passe, c'est que le dispositif convertit l'énergie chimique en énergie électrique. C'est le principe du fonctionnement de la batterie au lithium. Alors, vous avez plusieurs types de batteries, comme je vous disais. En ce qui concerne les plus avancées aujourd'hui et ce qu'on utilise notamment dans nos téléphones portables, c'est ce qu'on appelle des batteries LiPo, lithium polymère. Et là, en fait, l'électrolyte, qui normalement est un liquide, a été remplacé par un gaz, donc ce qui rend un petit peu le téléphone plus sûr, puisqu'on le met quand même proche de notre cerveau chaque fois qu'on l'utilise. Et puis, il y a la lithium fer phosphate, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment les plus avancés à l'heure actuelle, notamment c'est ce qui est utilisé pour les fauteuils électriques pour les handicapés. Donc, c'est plus sûr, c'est plus performant, c'est plus écologique, c'est plus économique. La seule chose, c'est que ben, il y a 15% d'énergie en moins. Donc, le souci, c'est que on peut rendre les batteries plus performantes, enfin plus sécurisées. En revanche, bah, plus il y aura de l'énergie dans la batterie, plus cette batterie va être dangereuse. Et vous savez comme moi, pour faire rouler une voiture, par exemple, bah, il faut du jus, il faut de l'énergie. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir fabriquer des batteries qui demandent énormément d'énergie et qui soient extrêmement sécurisées.
Alors, vous savez qu'on a de plus en plus de batteries. Donc, vous voyez que je vous disais, hein, si on prend le cas d'une tablette ou d'un smartphone, eh ben, ça va demander. Regardez la colonne qui est en rouge. C'est ce qu'on appelle la capacité ampère-heure. C'est-à-dire, c'est en gros, c'est la quantité d'énergie qui va traverser tous les composants de la batterie en une heure. Donc, vous voyez que pour un smartphone, il en faut pas trop. Pour une tablette, il en faut un petit peu plus, ou pour un ordinateur. Ensuite, si on prend le cas d'une tondeuse à gazon, vous voyez que là aussi, on augmente un petit peu. Les vélos électriques, trottinettes électriques. Et puis, regardez une voiture électrique. Donc, c'est clair que euh, plus l'appareil va demander de l'énergie, plus il va falloir du jus. Alors, donc de nombreux avantages dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc les batteries, une grande capacité de stockage d'énergie, faible poids normalement, notamment pour les ordinateurs, nos téléphones portables. Longue durée de vie. Normalement, les batteries actuelles, c'est 3000 cycles de charge, donc c'est quand même énorme. Technologie de charge rapide, c'est que normalement, maintenant, quand on charge quelque chose, ça va prendre le moins de temps possible. Faible coût pour la recharge. Alors, tout dépend encore une fois ce qu'on va charger. Et puis, plus d'effet mémoire. Alors, l'effet mémoire, en fait, c'était les anciennes batteries, c'est-à-dire que une batterie qui était totalement vidée, lorsqu'on la rechargeait, ça pouvait en fait poser problème. Et maintenant, aujourd'hui, si vous videz totalement une batterie, lorsque vous allez la recharger, il ne devrait pas y avoir de problème. Enfin, c'est toujours au conditionnel, puisque vous allez voir qu'il y a malheureusement encore un petit peu trop d'accidents. Et puis vous savez que donc dans une petite vingtaine d'années, et même pas, regardez, d'ici 2030 en fait, enfin à l'horizon 2035, euh, eh bien normalement il devrait plus y avoir de voitures thermiques qui soient proposées sur le marché. Donc les constructeurs européens notamment commencent à proposer des voitures électriques, bien évidemment, comme vous le savez, puisque ce sont vous le savez, hein, ces émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Alors, produire une voiture électrique émet plus de CO2 qu'une voiture thermique, c'est quand même terrible. Par contre, le fait d'utiliser cette voiture euh, va permettre en fait et en fait ce qui a été mis en place dans les batteries maintenant, c'est ce qu'on appelle le BMS. BMS, en fait, ce sont des composants qui sont à l'intérieur et qui vont essayer de détecter une anomalie dans la batterie. Donc, c'est un système de contrôle, si vous voulez, qui est censé fonctionner. Le souci, c'est que si ce système de contrôle a été endommagé, forcément, ça va pas nous alerter de savoir s'il y a eu un problème sur la batterie. Alors, l'emballement thermique des batteries. Alors, regardez ce qui se passe en fait. Vous avez ce qu'on appelle le combustible et le comburant. Vous savez, dans le triangle du feu, il faut trois choses pour faire du feu, combustible, comburant. Donc, le combustible, c'est la matière qui brûle. Donc là, en l'occurrence, les métaux qui est à l'intérieur de la batterie. Le comburant, c'est l'oxygène qui va notamment, hein, l'oxygène qui va permettre d'activer le feu. Et puis, il faut une énergie d'activation. Donc, la moindre étincelle, une fois que ces trois composants sont réunis, le feu va commencer. Et donc, là, jusqu'à 60-70 degrés, tout se passe très bien. Et puis, à 70 degrés, regardez, l'électrolyte commence à s'évaporer. C'est-à-dire, c'est ce liquide qu'il y a dans la batterie qui va commencer à s'évaporer. Si ça monte en température, et ça va monter, eh bien, le séparateur, il va ramollir. Donc, ce fameux séparateur qui empêche le court-circuit, il devient imperméable aux ions lithium. Et puis, plus la température augmente, le séparateur va fondre et va provoquer un court-circuit. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique, et c'est vraiment l'emballement thermique de la batterie.
Je vous laisse regarder justement cette vidéo. En fait, on a provoqué l'emballement thermique d'une batterie. Vous allez voir que dans donc on a fait ça à l'extérieur, évidemment. Écoutez bien, regardez bien. Là, il y a 6 batteries de vélo. Sur les 6, il n'y en a que 2 qui brûlent. Et regardez, écoutez bien les petites explosions en fait qui se passent. Et là, ça monte jusqu'à 1000 degrés. Je vous laisse regarder. Donc, vous avez entendu ces explosions, on dirait une mitraillette, en fait. Et, et juste pour vous donner un ordre d'idée, mais c'était à Londres en 2023, il y a eu 33 vélos électriques qui ont pris feu dans 33 appartements différents. Les 33 appartements ont brûlé totalement et parfois c'est l'immeuble entier qui brûle. Et ça se passe tous les jours dans toutes les grandes villes. Souvenez-vous, l'an dernier à Reims, enfin non, c'était pas l'an dernier, c'était en mars ou avril de cette année, à Reims, dans un appartement, il y a une trottinette électrique qui a pris feu. Il y a eu 31 blessés et 4 morts. Ok? Donc, vous voyez que c'est vraiment le gros sujet du moment. Alors, une batterie, en fait, il y a de l'électrique. Alors, ça vous est peut-être arrivé de mettre votre portable l'été en plein soleil sur une table. Vous allez voir un triangle qui vous indique en fait qu'il y a. Alors non, je vous dis une bêtise en fait. La surcharge électrique, c'est pas ça. La surcharge électrique, c'est si vous chargez un portable qui est avec une batterie en fin de vie, eh bien cette batterie en fin de vie ne va pas accepter cette électricité supplémentaire et ça peut provoquer l'emballement thermique d'une batterie. Ensuite, il y a l'endommagement mécanique. Donc, vous choquez votre vélo ou votre trottinette électrique sur un trottoir, ça peut endommager la batterie. Et lors du chargement ou pas, cette batterie peut prendre feu. Et puis la surcharge thermique, c'est ce que je vous expliquais au départ, pardon. Si vous mettez votre portable en plein soleil, par exemple, vous allez avoir un triangle qui vous indique qu'il y a il y a trop de chaleur en fait qui va sur la batterie. Et là encore, ça peut provoquer vraiment l'emballement thermique de la batterie. Le feu s'arrêtera jusqu'à l'épuisement du combustible, c'est-à-dire que en gros, on va tous regarder la batterie brûler jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à brûler, malheureusement. Je vous laisse regarder également cette vidéo. Ça vient de nos collègues belges. C'est une Tesla qui a pris feu. Alors, les Tesla, enfin des Tesla ou les voitures électriques, il y en a de plus en plus, notamment des Tesla. Je vous laisse regarder cette vidéo qui date de 3 ans. Mais d'abord, l'image du jour, c'est une voiture électrique Tesla carbonisée qui baigne dans un container. La voiture a pris feu ce week-end à Anvers pendant une recharge et ce matin, elle trempe donc dans un bac d'eau pour être sûre que les batteries refroidissent. Chantal Monet avec Bruno Spack. Carbonisée, la voiture a déjà passé plus de 24 heures dans un container rempli d'eau sur un parking du zoning d'Anvers. Un bain de refroidissement qui pour l'instant ne suffit pas à éteindre le feu. À 2 reprises hier soir et ce matin, la voiture a été sortie des eaux et à 2 reprises, elle a pris feu. Une situation particulière pour les pompiers. Il s'agit en fait de stopper la réaction chimique qui a commencé à cause du feu. Et ça, c'est en fait le grand défi. Parce que trouver la place, vraiment l'endroit exact où la réaction chimique prend place, ça, c'est la difficulté pour nous. Et c'est ça c'est la raison que l'immergement du véhicule, c'est la tactique le meilleur, en fait. Des agents de Tesla se relaient jour et nuit pour surveiller le site. Combien de temps faudra-t-il pour neutraliser la réaction en chaîne qui s'est déclenchée lors du rechargement de la batterie ? Sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'il s'agisse d'un feu ou d'une désincarcération, les incidents sur voitures électriques nécessitent une intervention particulière de la part des pompiers. On remarque de plus en plus d'interventions à cause d'augmentation de ventes, évidemment. Et on remarque qu'à jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelques fois par mois que quelque part en Belgique, il y a un incident grave ou moins grave avec un véhicule pareil. Oui.
Depuis 2012, les hommes du feu sont formés aux interventions sur véhicules électriques. Reste que toutes les casernes du pays ne disposent pas de containers pour le refroidissement. Donc, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé ici. Et là encore, aujourd'hui, ça se passe de la même façon. Je ne sais pas si vous avez vu sur les dernières images, mais c'était en Chine en fait. Et vous savez que 95% des batteries sont produites en Chine, donc il y a énormément de voitures électriques en Chine. Bah, vous voyez, c'était dans un sous-sol, une voiture électrique qui prend feu. Effectivement, bah, toutes les autres voitures à côté sont électriques aussi, donc elles vont toutes prendre feu. Et ben, en gros, voilà ce qui se passe, ben, ensuite c'est tout l'immeuble, tout ce qu'il y a au-dessus qui prend feu. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, justement, et comment on peut détecter une batterie défectueuse? Alors, il y a quelques questions à se poser. La batterie a-t-elle subi des dommages mécaniques? C'est ce que je vous disais. A-t-elle été exposée aux intempéries ou à des liquides? A-t-elle été exposée aux intempéries ou à des températures élevées? Et puis, a-t-elle été utilisée de façon inadaptée? Donc, effectivement, bah, on essaie d'éviter les chocs. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà une inspection visuelle, c'est-à-dire voir en gros s'il y a eu un choc sur la batterie. Test d'odeur, parfois il peut y avoir une odeur, c'est-à-dire bah, l'emballement thermique a commencé, mais c'est très petit, donc il peut y avoir un départ d'incendie qui va être à l'intérieur des cellules, parce qu'en fait ce sont toutes des petites cellules qui sont mises les unes à côté des autres. Donc bah, parfois bah, bah, ça sent mauvais, ça sent le chaud. Test opérationnel, c'est-à-dire en gros, ben, on peut juste voir s'il y a encore des voyants sur la batterie qui fonctionnent ou pas, voir si l'appareil avec la batterie fonctionne toujours. Et puis un test de charge, c'est-à-dire bah, dès qu'on met la charge, voir ce qui se passe. Et puis si on voit que il y a une étincelle, ben, on enlève par exemple la charge tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, si des problèmes ont été détectés, il y a deux solutions. Si oui, eh bien, vous pouvez mettre vos batteries dans des caisses de quarantaine qu'on peut vous fournir. C'est-à-dire que ce sont des caisses qui sont protégées et qui vont permettre d'éviter que l'emballement thermique sorte de la caisse et puis peut-être éviter l'accident. Et puis sinon, quelques conseils qu'on pourrait vous donner, c'est que même parfois, les défauts peuvent être inaperçus. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute, si vous avez détecté aucune odeur, mais qu'il y a quand même un doute parce que la batterie a été, par exemple, choquée, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple marquer cette batterie enfin, d'un sticker jaune, par exemple, ou de la couleur dont vous voulez, qui indique que cette batterie bah, est suspecte. Donc, soit vous l'inspectez, vous la mettez de côté en quarantaine et puis vous la faites inspecter ou vous la réparez si vous avez le moyen de le faire ou vous la faites réparer si vous avez, si c'est le cas. Donc, vous voyez que on peut aussi prévenir au lieu de guérir. On a mis en place également pour le stockage et le transport des batteries ce qu'on appelle des pyrobubbles. Donc, on vous a présenté juste avant des caisses de quarantaine. Et puis, on a aussi des caisses de transport. Donc, si vous devez transporter une batterie endommagée ou pas, c'est-à-dire peut-être la batterie, bah, pour éviter l'endommager pendant le transport, eh ben, vous pouvez très bien utiliser ces caisses de transport également. Et puis, à l'intérieur, ce que vous allez faire autour de la batterie, vous allez mettre des pyrobubbles. Donc, ce sont des sacs de billes en fait qui sont qui sont en oxyde de silicium et qui vont fondre à 1000 degrés et qui vont créer une coque autour de la batterie pour justement ben, éviter que le feu ne se propage. Alors, il faut savoir qu'il y a. Alors, est-ce que le feu va s'éteindre? Peut-être pas, mais si vous voulez, pourquoi c'est si difficile d'éteindre un feu de batterie? C'est que on va revenir sur le triangle du feu. Trois choses pour faire du feu. Combustible, comburant, source d'énergie. Le comburant, c'est l'oxygène. La plupart des moyens d'extinction qui existent aujourd'hui, comme par exemple les extincteurs, vont essayer d'isoler l'oxygène. Et une fois que cet oxygène est isolé, en fait, on va l'enlever et le feu s'arrête tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on enlève un élément du triangle, bah, le feu s'arrête tout de suite. Sauf que là, au-delà d'une certaine température, et je ne peux pas vous dire exactement laquelle, tout dépend de l'emballement thermique, si vous voulez, mais on va dire à partir de 400-500 degrés,
eh bien, l'emballement thermique va créer son propre oxygène. Ça veut dire que même si on arrive à l'isoler quelque part, il va se créer de l'autre côté, et puis c'est le chat qui se mord la queue, et c'est pour ça et puis la température augmente et on ne peut pas éteindre ces feux. Alors, des extincteurs existent, bien évidemment. Ce qu'utilisent les pompiers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les extincteurs F500. Et c'est un procédé qui s'appelle l'encapsulation, qui va absorber l'énergie thermique. C'est-à-dire que on va considérer que si les pompiers arrivent à 400-500 degrés, et qui sont nombreux et qui mettent le paquet, eh bien, on peut considérer que 400 degrés, ça va rester à 400 degrés. Et puis, avec beaucoup d'efforts, peut-être que le feu va s'éteindre. Maintenant, au-delà de 500-600 degrés, j'aime autant vous dire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, le feu ne s'éteindra pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi des extincteurs AVD, c'est de la vermiculite, c'est ce qu'on met dans nos conteneurs notamment. Et là, c'est un brouillard qui va essayer de capter l'oxygène. Et puis, je vous dis, voilà, il faut essayer d'enlever cet oxygène. Mais le problème, c'est que tout dépend de l'avancement de cet emballement thermique. Et s'il y a trop d'oxygène, forcément, le feu ne s'arrêtera pas. Donc, voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces pyrobubbles si jamais vous devez stocker ou transporter des batteries. Alors, comme je vous disais, vraiment un danger pour la planète. Il y a des substances toxiques, corrosives, qui peuvent être respirées lorsqu'il y a l'emballement thermique d'une batterie. Et là, je vais vous parler d'un produit qui n'est vraiment pas sympathique, c'est ce qu'on appelle le fluorure d'hydrogène. C'est tout simplement de l'acide fluorhydrique sous forme gazeuse. Et l'acide fluorhydrique, en fait, c'est un des acides les plus dangereux au monde, puisque c'est le seul acide qui dissout le verre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez si ça dissout le verre, ce que ça peut faire enfin, ça va aller à l'os et vous allez en fait, voilà. Voilà, regardez, une irritation accompagnée de lésions hépatiques, rénales, osseuses, dentaires. Et vous avez vu tout à l'heure l'emballement thermique de la batterie qu'on a fait à l'extérieur. Imaginez dans un appartement, en moins de 10 secondes, vous allez respirer du fluorure d'hydrogène. Alors, il y a deux voies d'exposition possibles, soit par inhalation, donc vous allez inhaler directement les fumées et les gaz toxiques, et puis contact de la peau, des muqueuses et des yeux. Donc, j'ai envie de dire, une paire de gants et un masque, enfin une paire de gants et une paire de lunettes, c'est déjà beaucoup pour vous protéger. Maintenant, un gaz, même un masque FFP2, enfin, ça voudrait dire que même quand on téléphone, il faudra avoir une paire de gants, une paire de lunettes et un masque, on s'en sort plus. Et puis, faut dire une chose aussi, c'est que pour construire ces batteries, il faut des métaux, il faut du lithium. Et regardez, l'extraction de lithium a augmenté de plus de 33% depuis 2020. C'est très énergivore en eau et ça entraîne la pollution des sols. Il y a énormément c'est des mines en fait de lithium, hein, notamment en Amérique du Sud, notamment au Chili, et c'est germinal, hein, alors, vous savez qu'on a trouvé du lithium en France parce qu'on va fabriquer nos propres batteries. Il y a 5 usines qui sont dans le nord de la France qui vont permettre de fabriquer nos propres batteries, donc les plus sécurisées possibles. Et on a également trouvé du lithium. Il y a du lithium dans l'Allier. Et apparemment, il y a une mine de lithium qui va être. On va extraire notre propre lithium en France. Alors, j'ose espérer que ce ne sera pas germinal, bien évidemment, mais on peut considérer que ça va être fait de façon respectueuse de l'environnement. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de ces fabrications de batteries. Donc je vous disais, hein, deux types de batteries qui existent. Vous avez les batteries au plomb acide qui existent depuis 80 ans maintenant. Et puis vous avez les batteries au lithium et qui existent depuis 30-40 ans. Et on remplace petit à petit les batteries au plomb acide par des batteries au lithium. Pourquoi? Parce que dans une batterie au lithium, on peut stocker beaucoup plus d'énergie que dans une batterie au plomb acide. Et comme il faut toujours aller plus haut, plus vite, plus loin, il nous faut de l'énergie, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre. Et lorsqu'une batterie est en charge, il y a
deux options, enfin deux risques importants. Il y a le risque d'explosion. Alors le risque d'explosion, ce sera surtout concernant les batteries au plomb acide. Une batterie au lithium n'explosera jamais. Ce sera l'emballement thermique qui va, enfin, ce sera du feu très intense, mais ça n'explosera pas. Par contre, lorsqu'une batterie au plomb acide est en charge et qu'il y a eu un problème, eh ben là, ça va générer un gaz qui s'appelle l'hydrogène. Et l'hydrogène est un des gaz les plus explosifs au monde. Donc ça peut exploser. Et puis la batterie au lithium, vous avez vu que c'est l'emballement thermique qui va, c'est ces multitudes de petites explosions qui vont générer l'emballement thermique. Donc comme je vous disais, hein, lorsque la batterie au lithium prend feu, vous risquez de, de, de respirer du fluorure d'hydrogène. Donc regardez malheureusement ces mains, ces yeux qui ont été en contact de fluorure d'hydrogène, c'est pas très sympa. Le plomb, alors là, on revient au plomb acide, mais comme son nom l'indique, dans une batterie au plomb acide, il y a du plomb. Le plomb est un métal extrêmement toxique pour l'homme qui donne une maladie qui s'appelle le saturnisme. Ça vous bouffe le cerveau, tout simplement. Ça vous déchausse les dents. Alors, ce n'est pas mes dents, heureusement, mais voyez, vous avez un petit trait ici qui est violet. C'est le plomb, en fait, qui est passé par le corps, enfin par le sang, et qui vient déchausser les dents. Avant, on avait des peintures qui étaient au plomb. Vous avez des peintres en bâtiment qui ont fini leur vie malheureusement sur un lit d'hôpital parce que toute leur vie ils ont respiré du plomb. Et puis comme son nom l'indique, vous avez également de l'acide dans l'électrolyte. C'est vraiment dans toutes les batteries au plomb acide, vous avez ce liquide, c'est l'électrolyte donc qui permet justement de faire passer enfin de faire fonctionner la batterie. Et l'acide sulfurique, en fait, ça pollue énormément l'eau, notamment, et les sols. Et regardez, une batterie abandonnée pollue 1 m3 de terre pour plus de 100 ans. Donc, vous voyez que ces batteries, toutes les batteries que vous pouvez utiliser, vous le savez, il faut surtout pas les jeter à la poubelle. Parce que donc vous avez des endroits pour et puis si vous avez un doute, eh ben vous les amenez dans les déchetteries et là vous êtes sûr et certain en fait que ça qui ne pollueront pas et puis qui ne pourront pas provoquer d'accidents. Parce que justement, regardez de plus en plus de batteries, en gros, il y a eu énormément de batteries qui sont tous arrivées en même temps dans les déchetteries. Il y a eu énormément d'accidents ces 5 dernières années, en fait, puisque toutes nos batteries arrivaient. Par exemple, si on prend le cas, par exemple, d'une brosse à dents électrique, ça va durer 5 ans à peu près. Une fois les premières brosses à dents électriques, une fois qu'elles marchaient plus, on les jetait à la poubelle. Elles arrivaient tous dans nos déchetteries. Et puis elles prenaient le soleil, elles prenaient l'eau. Donc forcément, il y a eu énormément de déchetteries qui ont pris feu à cause de ça. Stockage plus long dû aux restrictions d'exportation en Europe, puisque avant on exportait tous ces déchets de batteries dans certains pays qui n'en veulent plus. Donc, ça reste chez nous le plus longtemps possible. Donc, une fois que c'est dans les déchetteries, il y a le soleil qui tape, il y a de l'eau qui tombe, il y a des chocs. Donc, forcément, ça peut engendrer, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des incendies. Et aujourd'hui, il y a moins de 5% des batteries qui sont en fin de vie qui sont recyclées. C'est quand même terrible. Alors, ça évolue heureusement dans le bon sens, mais on est loin d'avoir un résultat satisfaisant. Ça encore, je vais vous montrer justement un accident qui a eu lieu à Paris. C'était il y a 2-3 ans également. Je vous laisse regarder.
Donc vous avez vu, c'est voilà, c'est marqué, hein, c'était en avril 2022, donc il y a 3 ans. Et en fait, il y a eu 2 bus électriques qui ont pris feu en plein Paris ce même mois d'avril. C'est quand même exceptionnel. Donc vous avez vu là, en gros, on a laissé, enfin les pompiers ont laissé le bus brûler, et puis on a enlevé le bus quand il y avait plus rien à brûler, parce que il est absolument impossible d'intervenir avec ce brasier. Vous avez vu cette fumée noire, donc fallait pas se mettre au balcon pour justement éviter de. Donc vous voyez que c'est vraiment compliqué. Donc je vous disais, un deuxième incendie spontané en moins de 3 semaines. Donc la RATP a suspendu 150 bus de la marque Bolloré en fait pour les inspecter pour voir si tout se passait bien. Et puis ce même mois, à Carcassonne, il y a un bus électrique qui était en test, donc qui venait d'être acheté par la communauté de communes ou la commune. Et en fait, les batteries sont sur le toit du bus. Donc, il a fait ses tests. Le problème, c'est que, étant donné que le bus était un petit peu plus haut parce qu'il y avait les batteries, il est passé sous son trajet normal. Il s'est pris, les batteries ont touché le plafond, en fait. Et puis, forcément, ça a pris feu et le bus a totalement brûlé également. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Alors, on essaye de fabriquer des batteries les plus sécurisées possibles. La seule chose, c'est qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut des métaux et regardez tous les métaux qu'il y a dans une batterie, c'est énorme. Alors, il y a vraiment ce qu'on appelle, on essaie de faire des efforts. Vous avez vu que les demandes de batteries devraient s'accélérer jusqu'à 2030. Et en fait, regardez, à l'échelle mondiale, ce marché est évalué à 1,6 milliard d'euros, ça c'était en 2020. Taux de croissance estimé à près de 20% par an. Et ce marché devrait atteindre 6 milliards d'euros en 2028. Donc c'est énorme. Les efforts sont faits. Le problème, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer une batterie pour faire de l'énergie sans métal à l'intérieur. Donc après, il existe des batteries au sel, mais le sel c'est un métal également, hein, donc c'est compliqué. Alors, on peut recycler, je vous disais 5% des batteries sont recyclées, mais de plus en plus. Donc il y a vraiment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand tout est bon dans la batterie, donc il faut tout récupérer en fait. Donc une fois qu'une batterie est utilisée, si ça prend le bon chemin, si ça va pas dans notre déchetterie, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer en fait tous les métaux pour les extraire et pour les réutiliser. Ou alors, si on prend le cas par exemple d'une batterie d'une tondeuse à gazon. Dans une batterie de tondeuse à gazon, par exemple, vous avez des petites cellules, donc c'est ces petites piles électriques qui sont mises les unes à côté des autres. Donc, admettons, dans une batterie comme ça, il peut y avoir une dizaine de cellules. Qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter la batterie, on va enlever les cellules qui sont les plus endommagées possibles et puis on va garder celles qui peuvent encore être utilisées, et puis on va les utiliser, par exemple, pour un appareil photo. Ça, qui va demander moins de cellules. Donc, vous voyez que ce sont des façons de recycler tout ça pour éviter que. Alors, justement, ce recyclage, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le processus hydrométallurgique, justement, qui va essayer comme je vous disais, de séparer tout ce qu'il faut séparer et puis de recycler tout ça. Alors, on a mis en place des armoires de sécurité qui sont coupe-feu 90 minutes. Alors, coupe-feu dans les deux sens, c'est-à-dire que le feu ne rentrera pas dans l'armoire et ne sortira pas de l'armoire pendant 1 heure et demie. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des armoires qui sont certifiées. Donc, dans un sens, vous avez le EN 14470 et puis dans l'autre sens le EN 1363. Ça, ce sont vraiment enfin comment dirais-je, euh, les attestations en fait qui certifient en fait les certifications, pardon, on va y arriver, qui certifient en fait ces armoires. Donc comme je vous disais, qui vont empêcher que le feu ne rentre ou ne sorte de cette armoire. Alors, ces armoires, on les a de plus en plus
rendue performante, il y a un détecteur de fumée. Donc vous voyez qui est positionné sur le haut et qui va justement qui va vous envoyer un message ou qui ça va biper lorsqu'il va y avoir de la fumée dans l'armoire. Nouveau système d'ouverture et de fermeture de porte. Donc il y a une seule poignée, donc ça vous permet d'ouvrir l'armoire avec une main. La fermeture a été sécurisée et renforcée en 2 points, donc en haut et en bas. Et puis, vous avez également, si jamais il y a une explosion, il y a l'ouverture d'un clapet justement qui va permettre la décompression pour éviter que la structure de l'armoire explose. Et puis, vous avez également une ventilation du bas vers le haut. Donc, il y a une entrée d'air en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a une extraction en partie supérieure en haut à droite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un module de relais et d'avertissement à distance. Donc, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, c'est sur un réseau mobile 2G. Vous pouvez avoir 5 contacts mail ou portable pour être averti. Et puis, vous pouvez installer tout ça sur une installation existante. Il y a des fiches de connexion et des déverrouillages rapides. Donc ça, c'est une option, mais c'est totalement, ça peut être mis sur une armoire existante. Et puis, vous avez également un système de refroidissement qui vont vous permettre d'essayer d'éteindre le feu. Et en fait, ça, c'est de la résine d'époxy en fait qui est très performante et qui va peut-être essayer d'éteindre le feu. Et encore une fois, je vous dis, tout dépend euh, de la température en fait et de l'avancement de l'emballement thermique. Ensuite, vous avez un niveau d'alarme. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple à 50 degrés, vous avez un voyant rouge qui s'allume. En fait, c'est un avertissement, un signal sonore interminant et lent qui vous indique qu'il peut y avoir un problème dans la batterie. Donc, à 50 degrés, ça vous permet d'ouvrir la batterie puis de voir à l'intérieur. Si vous en avez une qui commence à grésiller ou à faire de la fumée, il faut tout de suite la sortir, par exemple. Ensuite, niveau d'alarme 1. Donc là, c'est vraiment une détection de fumée. Donc là, le feu commence à être avancé en fait. Donc le voyant rouge est allumé. Il faut, comme vous pouvez voir, il faut un contrôle immédiat. Il y a un signal sonore intermittent qui vous indique que là, c'est vraiment, ça commence à devenir important. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi un niveau d'alarme 2. Donc là, en gros, il y a vraiment ça clignote un peu dans tous les sens. Et puis là, ça va fermer les portes. Et là, les portes ne se réouvriront plus pendant 1 heure et demie. Donc, comportement en cas d'incendie, l'avantage de ces armoires, l'intérêt, c'est de pouvoir déplacer l'armoire à l'extérieur. Comme vous avez pu le voir, soit le feu s'éteint, soit ou pas. Donc, l'intérêt, c'est de sortir l'armoire à l'extérieur, vous la mettez dans un endroit sûr, et là, une fois qu'elle est à l'extérieur, elle est sécurisée, et on peut prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire appeler les pompiers ou faire ce qu'il faut pour essayer d'éteindre cet incendie. Donc, l'intérêt de ces armoires, c'est que vous avez, alors, bien évidemment, avant de la déplacer, il faut que les portes soient verrouillées, bien sûr. Vous avez un socle de transport intégré qui vous permet, par exemple, d'utiliser un transpalette pour pouvoir sortir l'armoire, la mettre à l'extérieur, et puis attendre que le reste se passe. Et puis une fois que vous avez l'armoire, en fait, dès que vous allez prendre le transpalette, ça va déconnecter, en fait, il y a une prise, en fait, ça va être déconnecté de l'alimentation secteur, bien évidemment, même si elle est coupée, si vous voulez, dans la mesure où, parce qu'une fois que les portes se ferment, l'alimentation est coupée. La seule chose, c'est qu'il faut quand même la déconnecter du secteur pour pouvoir la sortir à l'extérieur. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ces armoires. Il est bien évident qu'il faut éviter de les stocker à l'étage parce que si vous ne pouvez pas les sortir, ça peut être compliqué également. Alors, regardez justement une armoire qui a bien fait son travail, l'armoire après l'incendie. Donc, en gros, vous voyez, elle a préservé en fait le bâtiment, elle a été sortie à l'extérieur. On a également ce qu'on appelle des locaux de stockage REI 120, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, REI 120, ça veut dire quoi? En gros, ce sont des locaux de stockage coupe-feu. Sauf que il y a coupe-feu et coupe-feu. C'est pas coupe-feu qu'il faut. Il faut que ce soit REI 120. REI 120, ça veut dire quoi? C'est que le R, c'est la résistance mécanique au feu. C'est-à-dire que le conteneur va résister mécaniquement au feu pendant 2 heures, donc il ne va pas s'écrouler. Ensuite, le E, c'est l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds.
Ça veut dire que ni les flammes ni les gaz sortiront du conteneur pendant 2 heures. Et en fait, vous avez le I, c'est l'isolation thermique, c'est-à-dire que la chaleur, euh, la température ne sortira pas de l'armoire, encore une fois, pendant 2 heures. Donc c'est vraiment important. Donc c'est une homologation Effectis France, dont donc c'est vraiment notre protection coupe-feu de NIOS qui respecte la législation. Je vous dis, encore une fois, hein, c'est pas coupe-feu, c'est REI 120. Ces conteneurs, en fait, ils sont disponibles de 6 à 22 mètres carrés. Ils sont configurables à souhait. Donc, vous voyez ici, ça vous permet de ranger, de rentrer à l'intérieur et de pouvoir ranger vos, euh, vos, euh, vos batteries. Deux possibilités, soit le stockage passif, c'est-à-dire que vous stockez uniquement vos batteries, ou le mode chargement, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur des prises électriques qui vous permettent de stocker et charger en même temps vos batteries. Alors, il y a également un système d'extinction type aérosol à l'intérieur, donc qui est très respectueuse de l'environnement, parce que vous savez que malheureusement, souvent, tous les systèmes d'extinction déplacent l'oxygène, pas lui. Donc, ça peut permettre éventuellement d'éteindre un feu de batterie. Malheureusement, je parle toujours au conditionnel parce que personne ne pourra vous garantir aujourd'hui que le feu s'éteindra. On a des ponts roulants intérieurs, par exemple, qui vous permettent, vous avez des batteries, encore une fois, pour éviter de la faire tomber quand vous la manipulez, parce que si vous la faites tomber, elle peut être choquée, et lorsque vous la mettez en charge, elle peut prendre feu. Donc c'est important. On a également un écran de contrôle à l'extérieur euh, qui vous permet en fait de savoir, par exemple, si la batterie numéro 5, si elle est à 10 ou 20 ou 30% de chargement, c'est important. Si par exemple elle est à 100%, eh ben, vous pouvez très bien rentrer à l'intérieur et puis la débrancher, parce que peut-être que cette batterie, elle est en fin de vie, et puis si les systèmes ne fonctionnent pas correctement, au bout d'un moment, elle peut être chargée et puis s'emballer. Donc c'est important. Vous avez également, alors ça c'est vraiment une option, on n'en a pas vendu beaucoup, mais ça existe. En fait, ça vous permet d'avoir un toit végétalisé. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ça vous permet en fait le fait d'avoir un toit végétalisé au-dessus. Ça permet de réduire la température au-dessous. Sans utiliser par exemple de l'air conditionné et permettre d'éviter que la température soit trop élevée dans le conteneur. Bien évidemment, système de climatisation, là où il pourrait éventuellement faire très chaud, justement pour maintenir la température et la bonne température. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle des conteneurs RFP. Donc, la seule différence, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, sauf que là, ce sont des grosses armoires, en fait. Là, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur, mais c'est des systèmes d'étagères, en fait, qui vont vous permettre de stocker stocker ou charger vos batteries. Donc là encore, bien évidemment, protection incendie REI 120, hein, comme tout à l'heure. Là encore, on a essayé, ça c'est vraiment notre dernière invention. On a fait des armoires avec des portes coulissantes qui sont coupe-feu, bien évidemment. Et en fait, ça vous permet, vous savez, ces portes, elles sont extrêmement lourdes justement pour éviter de faire passer le feu, tout simplement. Donc, c'est du béton, hein. Donc, en fait, parfois, il faut les ouvrir et par manque de place. Donc là, en fait, ce sont des portes coulissantes et ça fonctionne très, très bien. Vous avez à l'intérieur, bien sûr, des systèmes de climatisation, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui fonctionnent également. Vous pouvez mettre des condensateurs extérieurs. Et puis, si jamais il y a également des trappes de surpression qui peuvent être également mises en place si jamais il y a une explosion à l'intérieur pour éviter pour maintenir en fait la solidité du conteneur. Donc voilà un petit peu tout ce qui existe. Et malheureusement, regardez, après un incendie dévastateur, seulement il y a que 20% de réouverture. Donc vous voyez que il faut essayer de, de, de se protéger par rapport à ces batteries.
Donc voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour et j'espère avoir été clair sur la manière, euh, bah, voilà, j'ai essayé de vous expliquer comment éviter cet accident, puisqu'aujourd'hui, peu de choses existent pour justement, bah, une fois qu'il est là, c'est compliqué. J'espère que ça va arriver et qu'on va trouver les solutions. Je vous remercie de votre attention. On va répondre à vos questions maintenant avec Marine. Et puis, vous n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nos experts commerciaux, justement pour toute question relative à ces armoires. Et bien évidemment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous. Oui, Jean-Claude, on a eu quelques questions effectivement durant la présentation. Donc, je vous rassure, le diaporama vous sera bien envoyé par mail à l'issue avec le petit emailing de remerciement pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, avec le lien du replay. Donc, ça vous permettra de pouvoir reconsulter à tête reposée le webinaire et de reprendre effectivement les supports avec tout le travail de recherche que fait Jean-Claude, notamment au niveau de la réglementation. On a eu des questions sur les armoires de sécurité. Donc, effectivement, en fait, elles peuvent permettre de stocker et charger tout type de batterie. La contrainte, ça va être la dimension de la batterie, évidemment. Et puis, si vous souhaitez les brancher sur du 240 volts ou du triphasé 400 volts, en fonction de si votre batterie elle a besoin d'une charge rapide ou non. Ce que vous disiez, Jean-Claude, on ne charge pas une tondeuse comme, je ne sais pas, une tondeuse à gazon ou une tondeuse à barbe, par exemple. Mais sinon, vous allez pouvoir y mettre tout type de batterie. On avait des questions sur le conteneur REI. Est-ce qu'on peut faire du stockage avec du transport, pardon. Donc, je disais que les conteneurs de stockage, c'est vraiment pour du stockage puisqu'ils font pas loin de 2 tonnes. En fait, c'est avec une armature en béton, ce genre de choses. Donc, en fait, ils vont être vraiment contraints à rester sur place avec un génie civil bien particulier. Mais que par contre, les caisses de transport que vous a présenté Jean-Claude un peu plus tôt, avec les Pyrobubbles dedans notamment, sont elles adaptées à faire du transport de batteries et on sait gérer jusque l'emballement thermique. Voilà, en fonction de la taille de vos batteries, effectivement, nos commerciaux sont à même de vous proposer des solutions de produits. Après, il y a eu pas mal de questions sur la réglementation. Alors, comme on dit, c'est un petit peu flou. Donc, à part les arrêtés ICPE, les sociétés ICPE, pardon, qui ont dans leurs arrêtés souvent des recommandations bien écrites et bien définies, pour tous les autres sites, c'est plutôt les assureurs qui vont pouvoir vous dire, bah, moi, si vous n'avez pas, par exemple, d'armoire coupe-feu ou de conteneur REI 120, j'assure pas votre site parce qu'il y a en fait trop de risques en fait par rapport à votre prime d'assurance et donc ils peuvent tout simplement refuser de vous assurer. Donc, ça nous arrive avec Groupama, avec AXA Assurance. Donc voilà, c'est plutôt sur cet aspect-là que ça peut vous être rendu obligatoire, entre guillemets. Alors, il y a une question. Ces armoires sont pour les batteries seules, pour les motos électriques à batterie intégrée. Que conseillez-vous? Alors, Oui, on n'est pas c'est ça en fait. ouais, Ouais. ouais, on C'est n'est ce que pas je disais spécialisé effectivement. là-dedans, mais vous pouvez mettre éventuellement une moto dans un conteneur de Nios, mais enfin, voilà, mais Oui, alors sur la glisse urbaine, effectivement, on y travaille, mais alors le problème, c'est que les batteries, en fait, ne sont pas toujours amovibles. Mais il faut savoir que c'est une obligation à partir de 2027 pour tous c'est les ça. fabricants. Ça va être d'avoir des batteries amovibles. Parce que vous prenez, par exemple, des fois les Fenwick, c'est pareil, la batterie, elle fait 800 kg et on ne peut pas l'extraire de l'appareil. Donc ça vous amène à des locaux de charge énormes, surtout quand on a des tridimensionnels, ça passe pas les portes. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, il faut savoir que ça va quand même simplifier la vie des entreprises, c'est que les batteries devront être amovibles et donc du coup, ça vous évitera d'investir dans des stockages monstrueux parce que bien souvent, c'est plus l'appareil effectivement que la batterie qui prend de la place. Donc, normalement, le fait que les batteries soient amovibles à l'horizon 2027 devrait vous aider à sécuriser le stockage de vos appareils à batterie. Bah oui, je vois par exemple sur les batteries, il y avait une question effectivement sur les chariots. Donc les chariots, bah, bien souvent, ce sont des locaux de charge en fait en génie civil. Et sinon, il faut savoir qu'il existe des couvertures anti-feu maintenant qui sont vraiment prévues pour les feux de batterie lithium-ion. On en a sur le site. Donc nous, on est revendeur de la marque Jutech, qui est une institution en Allemagne et qui va vous proposer des couvertures anti-feu que vous pouvez déployer sur un chariot en fait qui rentrerait en emballement thermique au milieu de vos allées. Parce que même si on a un local de charge, si ça commence à s'emballer, on ne va pas monter dessus pour l'emmener dans le local coupe-feu REI 120. Voilà, il faut savoir qu'il existe des solutions de couverture anti-feu qui peuvent vous aider à réduire un emballement thermique en fait sur ce genre de chariot.
Alors, avez-vous fait des textes pour la détection? Alors, ça peut-être des tests, non? Pour la détection avec des détecteurs d'hydrogène. Alors, je vous disais, l'hydrogène ne devrait être, ne peut être généré que par l'emballement thermique, enfin, par l'incendie d'une batterie au plomb acide. Et là, si vous avez par exemple des chariots qui sont au plomb avec des batteries au plomb acide, là, à ce moment-là, la zone de charge normalement devrait être ATEX, c'est-à-dire que bah, justement pour éviter le dégagement d'hydrogène et éventuellement une explosion. Par Oui, contre, là, libre à vous dans la zone de mettre un détecteur d'hydrogène. oui. Oui, oui, comme tu le dis, Jean-Claude, ça va souvent de pair. En fait, les zones de charge sont effectivement des zones rendues à texte parce que le moindre étincelle pourrait encourager C'est ça. effectivement l'emballement thermique. D'ailleurs, nos armoires 90 minutes, 90 minutes disposent aussi d'une patte de mise à la terre pour justement réduire toute forme de risque d'explosion aux alentours de ces armoires. On a pas mal de questions sur les sites ICPE, qu'est-ce qui est demandé. Alors, bah, en fait, souvent, c'est quand même propre à chaque site, puisque justement, les sociétés ICPE ont un arrêté qui leur est propre en fonction de leurs contraintes, de leur implantation, où est-ce qu'ils sont, du voisinage, ce genre de choses. Donc là, en fait, nous, ce qu'on vous conseille dans ce cas-là, c'est de faire appel à nos commerciaux itinérants. Comme ça, ils vont venir vous voir directement sur site avec vous, votre document, votre possession, et vous pourrez étudier en fait avec notre itinérant ce qu'on vous demande et pouvoir vous répondre de façon bien adaptée. Parce qu'il est quand même extrêmement difficile de vous faire en fait, des réponses toutes faites, entre guillemets, parce que c'est vraiment, entre guillemets, un petit peu propre à chacun, sachant que nos locaux de stockage, notamment, vous avez dit Jean-Claude, hein, jusqu'à 22 mètres carrés, on n'implante pas forcément toujours les mêmes en fonction des sites. Donc là, pour les sociétés ICPE, il faut savoir que nous, évidemment, les visites de nos itinérants sont parfaitement gratuites. Donc, on vous conseille plutôt de faire venir quelqu'un sur votre site et d'étudier vraiment votre problématique in situ. C'est quand même la meilleure des façons d'avoir la meilleure préconisation là-dessus. Et Alors, par du rapport aux sprinkler, déchetteries, je ne sais pas si tu as la réponse, Jean-Claude, on nous demande s'il y a une législation pour les batteries sur les déchetteries spécifiquement. Moi, ça ne me parle pas. ça ne me parle pas non plus. La seule chose, comme je vous dis, bah, c'est que maintenant, la seule chose, en gros, c'est la prévention. C'est-à-dire que dans les déchetteries aujourd'hui, enfin, les batteries, elles sont séparées, elles sont pas mises ensemble et elles sont, voilà, pour être recyclées derrière. Parce que Voilà. je sais que Donc, sur les conteneurs DMS en déchetterie, on a une tolérance. On n'est pas sur du REI 120, mais uniquement sur de l'EI 60 ou 120. Et ça concerne les produits inflammables. Je ne sais pas si on peut l'assimiler sur les batteries lithium-ion, mais encore une fois, nos itinérants sur le terrain ont plus l'habitude d'être. Ils ont peut-être déjà eu cette demande. Donc, n'hésitez pas, il y a les coordonnées hein, à l'issue de la présentation à revenir vers nous. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, c'est ce qu'on s'évertue à faire, c'est que c'est beaucoup d'expérience et de retour client puisqu'il n'y a pas de législation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit et après qu'on peut mieux vous conseiller. Donc voilà. après, il y a du sprinklage est-il utile pour éviter une propagation d'incendie? Alors ça l'est toujours parce que vous allez arroser, du coup faire baisser la température. C'est aussi une réponse que j'ai faite. En fait, à l'intérieur de nos conteneurs REI 120, vous avez des raccords pompiers pour en fait qu'ils puissent venir brancher je veux dire, ils lancent dessus et ça alimente un réseau de sprinklage qu'on a mis à l'intérieur de nos conteneurs coupe-feu. Et le bac de rétention est d'ailleurs prévu aussi pour contenir les eaux d'extinction. Donc en fait, on va dire que comme on ne sait pas vraiment bien éteindre, tous les moyens sont bons, entre guillemets, plus on essaye par différents biais et plus on a de chances d'y arriver. Donc, oui, si vous avez du sprinklage, moi je travaille avec pas mal de clients où effectivement, quand ils sont inspectés, le fait d'avoir des sprinklages, et je le vois déjà à chaque niveau de rack, notamment dans les stockages logistiques, hein, où il y a beaucoup de produits à batterie, vous allez quand même du coup apporter un moyen de lutte. Ça ne veut pas dire que ça sera efficace pour éteindre, mais sur un départ de feu, ça peut aider en fait à ne pas propager et ce que ça arrive dans des proportions où en fait on ne sait plus rien faire. C'est surtout ça l'idée. Alors, y a-t-il une limite de capacité d'énergie stockée? Non, c'est juste une capacité de place en fait. Que Alors, ce soit. en fait, on a un minimum, on a un maximum de 16 ampères dans nos armoires, mais de toute façon, par la place, effectivement, vous ne pourrez jamais faire rentrer plus que ça. Mais c'est vrai que parfois, on va voir, moi, ça m'est arrivé sur les trottinettes électriques, notamment, il y en a qui maintenant peuvent aller à 90 km/h. Hein, c'est assez stupéfiant d'ailleurs. Et donc, vous avez des batteries très énergivores, mais dans ce cas-là, vous n'en mettrez qu'une dans votre armoire.
Après, il y a des questions un peu plus spécifiques. Par exemple, pour des batteries de perceuse, 50 par site, faut-il les armoires de stockage? Bah, moi, je vais vous dire que oui, dans la mesure où l'électroportatif, souvent, c'est choqué, c'est soumis aux intempéries. Par exemple, dans les camionnettes, quand on les emmène sur site chez des clients, je pense, je ne sais pas moi, aux réparateurs, les services SAV, c'est le genre de matériel qui est choqué tout le temps, en fait, et qui peut être soumis au chaud ou au froid dans les ateliers. Donc, nous, on va toujours vous préconiser le maximum de prudence. Donc, on va vous dire que oui. Mais là, pour ces cas par cas, ouais, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse dimensionner en fait un stockage qui va être pertinent par rapport à ce que vous avez à stocker. Les obligations réglementaires pour le stockage ou le transport de drones, Après, ça va être lié à la existe-t-il des batterie. rangements ou sacs spécifiques? Bah, à ma connaissance, Ah, on a les non. petites caisses. Si, les petites caisses que tu as Mais montrées on tout a à les l'heure. caisses, oui, effectivement, Oui, on peut mettre à la place de mettre la batterie, on met un drone dedans, c'est effectivement, oui. ça. Donc là, il faut juste dimensionner la caisse en fonction de la taille du drone. Mais en fait, c'est vraiment pas lié à l'appareil, c'est vraiment plus lié finalement à la batterie qui est dedans. Donc tout appareil avec une batterie à l'intérieur peut de toute façon être un risque. Donc après, effectivement, je vous dis, après, c'est soit l'arrêté ICPE, soit les assureurs, et aussi la volonté de mettre son site en sécurité si on a de demande ni de l'assureur, ni d'être un arrêté ICPE. Il faut savoir qu'un site sur deux ne se relève pas d'un incendie. Donc après, c'est des pertes financières immenses, quoi. Entre différentes technologies de batterie. Oui, après, on a des questions qui reviennent un petit peu, mais c'est vrai que les interrogations viennent du fait que comme il n'y a pas de réglementation précise, on va nous demander quel comportement adapter en fonction d'un incendie, par exemple. Mais tout ça va être très lié en fait à la batterie de base. Est-ce que vous avez une batterie de téléphone portable ou une batterie de voiture électrique? Forcément, l'incendie qui va en découler ne sera pas le même. Après, ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans le chat, c'est qu'en fait, il y a une recommandation pour les fabricants de batteries, c'est quand ils vous livrent des appareils, la batterie ne doit pas dépasser 30% de charge. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en dessous de 30% de charge, il n'y a pas énormément d'énergie dans la batterie et donc que l'emballement thermique sera nul ou vraiment très réduit. Donc ça peut être une préconisation, par exemple sur site, c'est que le soir quand vous partez, si vous n'avez pas d'armoire de stockage, c'est de ne pas charger les batteries au-delà de 30% de charge, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous apporter, nous, en conseil. Faut revenir vers nous pour qu'on puisse vraiment échanger sur votre problématique. Quelles sont les différences entre les différentes technologies de batterie en termes de risque et de comportement en cas d'incendie? J'ai envie de dire, plus, plus la batterie va être grosse, bah, plus le risque est élevé en fait, parce que bah, plus elle est grosse, plus il y a des cellules dedans qui sont capables d'avoir de l'énergie, donc il y aura de plus en plus de métaux, enfin il y a plus de métaux dedans. Et comme je vous disais, en gros, voilà, plus ça demande de l'énergie, plus c'est risqué. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut essayer de prendre en compte pour éviter les accidents. Et effectivement, comme vous le faites remarquer dans le chat, le problème, c'est que souvent, on charge la nuit pour effectivement être prêt le lendemain matin. Et c'est là le risque. D'où l'intérêt, par exemple, des armoires de sécurité coupe-feu qui sont reliées à une centrale SSI ou à un relais à distance et qui vous permettent de charger la nuit en toute sécurité parce que du coup, vous allez être alerté s'il y a un départ de feu ou des locaux de charge coupe-feu. Mais effectivement, c'est toute la difficulté de la chose. Mais parfois, en fait, il y a des calculs à faire financiers, hein, entre le fait de charger du coup pendant ces temps creux ou à investir dans des solutions de sécurisation. Donc ça, c'est les réflexions pour lesquelles on accompagne les clients tous les jours. Après, il y a peut-être des batteries qui peuvent être non rechargées et d'autres oui, faire un roulement. Enfin, voilà. C'est toute une réflexion à mener par site. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont indiqué qu'il y avait des groupes de travail qui se mettaient en place. Et oui, effectivement, il faut amener une réflexion globale en fait par rapport à ça. Beaucoup d'investissements pour sécuriser. Parfois, c'est comme les produits chimiques, on en a trop finalement de batteries, on peut en avoir un petit peu moins sur site. Enfin, voilà, il y a toute une rationalisation à effectuer. Risque lié de l'exposition des batteries qui sont soumises aux intempéries. Eh ben, là encore, un exemple, hein, mais vous savez, en Californie, ils ont des grosses voitures électriques sur une pente en Californie. Il y a eu un orage. L'orage a été extrêmement violent. La voiture a pris l'eau, elle a pris feu. Donc, comme le disait Marine, l'eau peut éventuellement faire tomber enfin, faire baisser la température, mais tout dépend encore une fois une question de température. Ça peut éventuellement éteindre le feu, mais ça peut aussi activer le feu. Enfin, pas l'activer, le provoquer, j'ai envie de dire. Donc, l'eau, c'est compliqué. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a répondu au maximum des questions. Marine, t'en penses quoi?
Bon, oui, bah, je pense qu'effectivement, après, c'est comme on vous l'a dit, hein, n'hésitez pas à nous solliciter, soit pour les interventions que Jean-Claude fait directement sur site pour les sensibilisations, nos itinérants pour venir vous rencontrer, voir vos problématiques sur site. Et nous, on a aussi des sédentaires, hein, donc qui répondent par téléphone, donc 6 sur la partie clients finaux et 2 au niveau des clients grands comptes. Donc on est tous formés et informés sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à revenir vers nous individuellement pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche. Et ben voilà, donc Marine a tout dit, donc merci à vous, merci de votre attention et puis écoutez, j'espère une prochaine fois vous présenter de nouveau, certaines problématiques, auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Merci de votre attention et au revoir à tous. Merci, au revoir.